Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons nous occuper du cas potentiellement épineux de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, sortie ce mercredi en salle. La deuxième partie est prévue normalement pour l'année prochaine. C'est toujours réalisé par Alexandre Astier. Il a fallu quand même attendre 4 ans, il me semble, pour avoir la suite du premier volet, qui était lui-même la suite de cette mini-série que l'on a connue il y a un petit moment maintenant. Je crois que ça a commencé il y a 20 ans presque, plus ou moins. Donc Astier de retour, certes à la réalisation, mais aussi au scénario, dans le rôle principal du roi Arthur, bien sûr, y compris à la composition musicale. On ne change pas le control freak que ce monsieur est sur ce projet en particulier et sur d'autres qu'il peut avoir. Au casting, à ses côtés, nous avons le retour de certains qui étaient là dans le film d'avant et dans la série. Anne Giroir, Thomas Cousseau, Lionel Astier et Joël Sevilla, les parents pour jouer le fameux couple Léo Dagan, Dame Célie, etc., etc., etc. Jean-Christophe Ambert qui joue Caradoc, mais il n'y a pas Franck Pitiot. Vous avez peut-être suivi un peu la polémique. Apparemment, il y a une rupture entre les deux. Quelques acteurs qui étaient là aussi dans le film d'avant, notamment Clovis Cornillac, où il y a Christian Clavier aussi qui revient vite fait. Et en nouvelle apparition là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il me semble qu'il n'y a que Virginie Ledoyen, une actrice très importante, qui arrive ici dans le rôle, il me semble, qui était tenue par une autre actrice, de Anna de Tintagel, c'est ça? Je crois, je ne sais plus, oui. Je crois que c'était Anouk Grimbert, mais bon, bref, elle est là. Mais pourquoi pas, pourquoi, ça j'en dis pas plus. Pour faire simple, ça va être compliqué comme vidéo, parce que le film est très dense, je vais forcément louper des trucs, mais j'ai des choses à dire quand même. Pour faire simple, donc, on est dans la suite logique du premier volet. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le avant de le voir en salle et même d'écouter cette vidéo, parce que quand même. Le roi Arthur a défait Lancelot, qui avait pris le pouvoir, qui avait régné en tyran pendant 10 ans, et a repris Kaamelott. Mais Kaamelott, ce n'est plus qu'une ruine maintenant. Tant et si bien qu'Arthur, il est hébergé chez Léo Dagan et sa femme, et en mode glandeur dans son pyjama, et là on n'a plus rien à fiche. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup évolué par rapport au premier film. Il a refusé de tuer Lancelot, qui lui donc est parti là sur les ruines du château de Bannes de son père, qui était apparu, vous savez, en fantôme géant à la fin du premier, bon, bref, tout ça. Et le roi Arthur, certes, redevient le roi Arthur, mais il n'en fiche plus une rame, il en a ras la casquette. Bon. Et à côté, les chevaliers, anciens ou jeunes, nouveaux, qu'on a vu un petit peu là dans la résistance, etc. du premier film, ont décidé de reformer la table ronde et vont potentiellement avoir leur quête, leur mission à eux. D'accord. Mais le plus important là-dedans, c'est de savoir si le roi Arthur va reprendre du service vraiment, quand bien même ils remettent Excalibur dans le rocher et tout ça. Savoir aussi ce que devient Lancelot, qui vit vraiment en mode dans ses ruines comme un clochard. Et derrière, Caradoc, lui qui a repris la taverne avec le tavernier, peut-être aussi va avoir sa mission, mais en parallèle de cette nouvelle table ronde. Tandis que Perceval, j'en parlerai dans la zone spoiler de tout ça plus en détail. Vous voyez, Dame du Lac aussi qui a repris forme humaine, plein de choses. Et le film va avancer donc sur cette idée de blasitude, d'échec, mais peut-être de nouvelles possibilités avec la nouvelle génération. Et le Graal, pourquoi pas? Non. Et Lancelot, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que Lancelot va fomenter une vengeance avec le retour de ce personnage qu'on a vu dans la scène post-générique du premier, Bien sûr. Voilà la réponse. C'est son surnom. Méléagant, c'est son nom. Qui va peut-être reprendre Lancelot sous son aile, en mode côté obscur. Et donc on repart sur les cendres d'un premier film qui était déjà sur les cendres de la série. Enfin, les cendres, pas que, les nouvelles germes, les nouvelles pousses aussi. Avec parmi les jeunes chevaliers, les enfants de Alexandre Astier, entre autres. Là, les deux frangins qui sont vraiment frangins dans la vraie vie et qui se tirent dans les pattes. Plein de choses là-dessus. Et donc, c'est un mix ici entre nouvelles tentatives plus sombres dans la continuité du premier film et les éléments de la série, peut-être encore plus présents que dans le premier volet. Notamment avec les paysans, tout ça, là, le tavernier qui a plus de présence, Merlin aussi. Mais bon,
Alors le premier film, je l'avais apprécié en avant-première, vidéo à l'appui, que j'ai revu, la vidéo elle est très mauvaise, parce que je dis rien en fait, et j'ai revu le film aussi, qui n'est pas très mauvais, mais qui est beaucoup moins bon que dans mes souvenirs. En fait, en soi, il pourrait être bien en format mini-série. Mais pour le cinéma, j'avais été pris à l'époque dans l'ambiance, quoi. Là, d'ambiance, il n'y a pas eu. Je ne l'ai pas vu en avant-première, j'ai vu le jour de sa sortie, dans une salle bien comble quand même. Mais alors, les gens, à part quelques rires à droite, à gauche, sont ressortis de là très froid, très blasé aussi, peut-être à l'image de son personnage principal, ou d'un Alexandre Astier, qui porte ici une forme de blasitude, ça fait 2 fois que je dis ce mot inventé, mais c'est pas grave, dans ce film. Je suis ressorti de là en constatant un échec. Je le dis, attention, hein, si les fans me tombent dessus, tant pis, hein, je pense qu'il y a pas mal de fans qui vont être déçus. C'est pas un échec en tant que raconter des histoires, il sait le faire, Astier, mais en termes d'œuvre cinématographique qui se suffit en elle-même, alors là, c'est le fiasco. Déjà, il faut avoir vu le film d'avant, c'est qu'une première partie de ce deuxième volet, tu sens que c'est mis en bric-et-brac, en mode rythme et montage, et il y a 36 trucs qui se chevauchent. Parfois, c'est pas tout le temps lisible ou pas très intéressant, ça casse certaines dynamiques, etc. À vouloir trop en mettre, trop raconter, trop faire de fanservice aussi, trop machin de choses à droite à gauche, qui peuvent peut-être avoir un sens, arriver au bout peut-être d'un éventuel 3e volet, ça peut-être en plusieurs parties aussi, au bout du lore, je veux bien. Mais attention, là on n'est plus dans le cinéma, on est dans une sorte d'espèce sérielle mini-série, et on a eu le MCU pour ça, là, hein, ces dernières années. Pas merci, monsieur Astier, peut-être de nous faire ceci en version française. Ah, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même ambiance non plus. Je trouve qu'il y a plus d'ambition là, dans l'écriture, bien sûr. Dans les dialogues, c'est toujours bien joué. Enfin, c'est bien joué, c'est bien écrit. Après, jouer, ça dépend pour qui. Hein. Mais là, en fait, cette idée d'échec qui transparaît dans la thématique de pas mal de personnages ou pas mal de quêtes là, c'est un peu la transposition de ce que peut-être Astier commence à sentir de ce projet. Pas l'échec Kaamelott, c'est un truc immense qui a marqué beaucoup de gens. Moi-même, alors je n'ai jamais été un ultime fan, mais j'ai beaucoup aimé la série. Donc c'est pour ça que le film, bon, j'ai été gentil avec lui quand je l'avais vu en avant-première. Il a construit quelque chose qui est assez unique en France. Entre humour et aventure, univers qui s'installe. Alors c'est plus sombre, là c'est moins sur l'humour, mais il est toujours là, hein, évidemment. Il y a des moments très drôles, si on veut, hein, on rigole en soi. Mais l'échec de tenter un média qui n'était pas fait pour Kaamelott. À la rigueur, s'il avait proposé plusieurs films qui sortaient au bout de 6 mois d'écart, mais là, quand même, il a fallu attendre 4 ans, il va falloir encore attendre 1 an pour le prochain. Combien d'années encore pour un 3e volet si celui-ci voit le jour, parce que ça va quand même dépendre du succès de ces deux parties, c'est peut-être pas garanti. Je prédis pas un succès aussi grand que le volet 1, là déjà, qui a fait plus de 2 millions, je crois, d'entrées. Là, si on dépasse le 1,5 million, enfin, je sais pas. J'ai un doute. Le bouche à oreille risque quand même de faire descendre le bazar. Après, les fans hardcore de la série et du premier volet vont peut-être y aller, donc peut-être qu'on va arriver à 200 000 près au chiffre du premier film. Mais je pense quand même que ça peut poser des questions. Et que ça peut lasser même vraiment les fanatiques à la longue. Parce que voilà, c'est un univers hyper large, un gros lore, une grosse série. Il a voulu, dans les derniers livres, là, les saisons plus sérieuses, il y a quand même quelque chose qui était bien géré dans la dépression, dans ce qu'il avait vécu dans le premier film, on le voit par rapport à son passé et tout. Là, c'est la continuité, mais en fait, on est dans un statu quo global, où on redémarre, on essaye de réinitier des intrigues ou de relancer les choses, mais le film ne mène pas à... C'est pas qu'il mène nulle part, mais c'est compliqué, parce que tu sens déjà qu'il en manque la moitié. C'est un film de 4h30, 5h, hein, je sais pas, avec le deuxième volet. Et que, arrivé au bout, tu as une sorte de manque. Mais aussi, ça va avec l'ambiance. Donc c'est peut-être voulu. C'est un pari risqué. Astier, il fait ce qu'il veut avec ses œuvres. C'est un autodidacte qui est génial sur plein de points, qui peut-être commence à se monter le bourrichon aussi, ça serait logique. Mais là, je pense qu'il a une idée directrice très forte qui fait que, pris à part, là, non, ça ne peut pas aller, en fait. Peut-être qu'arriver au bout, et qu'on s'enchaînerait tout ça comme des mini-séries à la suite, en binge-watching, oui. Mais là, on est dans du cinéma. Alors certes, dans la réalisation, il y a peut-être une upgrade par rapport aux séries, par rapport aux films d'avant, si on veut. Oui, il y a quelques plans larges, très très bien gérés,
Ça a été tourné, je crois, notamment en Islande. Et oui, sur des quêtes, là, oui, c'est bien, c'est contemplatif. Ça raconte cette envie d'explorer de nouveaux territoires, en lien avec ce très bon discours du roi Arthur, face à cette tablée, ancienne génération, nouvelle génération. Comme quoi, oui, hein, maintenant, chacun peut se créer son propre royaume en explorant, alors que les chefs d'État sont bien installés, ils veulent plus partir la fleur au fusil. Il y a un truc très intéressant, qui peut être en parallèle avec comment Astier voit le monde. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais derrière, en fait, c'est presque en contradiction, hein, ce qu'il dit là, avec ce qui se passe. Ou alors, il faut accepter l'échec aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est blasé, c'est le mot, en fait. Et donc, ces plans-là, un peu d'ensemble et tout, en fait, ils sont là pour montrer qu'il sait faire du cinéma, il sait placer des caméras avec son chef-op, tout ce que vous voulez, hein. Mais ça, dans l'aboutissement global, et dans le fond global du film, à part souligner donc cette thématique principale, ça ne mène à rien. C'est ça qui est terrible. Et après, bon, oui, les moments de dialogue, tout ça, certains acteurs et actrices sont à fond, reviennent à fond. Si on veut, Jean-Christophe Lambert, oui, Caradoc a quelque chose à porter, là, j'en arriverai sur la zone spoiler. Le père Astier, la mère Astier, très, très bien. Les enfants se débrouillent, peut-être. Mais il y en a certains, on n'y croit pas. Il y a des personnages, ou sur le retour, comme les paysans. C'était très malaisant, cette scène, avec... il y a Guetno et compagnie, quoi. Il y a quelque chose qui allait pas, ça faisait forcer. Certains jeunes chevaliers, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je parle pas des enfants d'Astier qui sont peut-être les meilleurs là-dedans, justement, parce que avec le père autour, bon, eux, ils se motivent à fond. Ils comprennent l'univers du papa, quoi. Mais il y a des trucs, voilà. Et puis même certains retours, donc à part les paysans, je trouve qu'il y a des trucs qui il y a quelque chose qui ne va plus pour certains. Voilà, il y en a qui rempilent par amitié, par fidélité, tout ce que vous voulez, mais dans la globalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a une tentative de côté sombre avec la magie noire, tout ça, à la Tintavel, je sais pas où ça va mener, ça, mais oui, c'est dark. Mais qu'est-ce que c'est? C'est juste pour mettre des graines ou des germes de quelque chose, si on veut. Il y a des ambiances différentes, oui, on change d'atmosphère. Par exemple, oui, il y a des scènes qui sont plus vers le sud, j'en dis pas plus. Autre photographie, autre colorimétrie, bien oui, d'accord, ça c'est gérable. Des intérieurs, des extérieurs, de nuit, de jour. On est content de retrouver la taverne, mais c'est trop lourd aussi. Le tavernier, par exemple, il en fait des caisses. Il y a des choses comme ça. Il y a des trucs qui passent pas. Alain Chabat, il fait coucou, c'est bien. Christophe Clavier aussi. Bon, pourquoi les avoir ramenés? Ça sert à rien. C'est juste pour le star talent, enfin le star power plutôt. C'est intéressant ça. Et là qui se débrouille bien, c'est quand même Nicolas Gabion dans le rôle de Bohort, on est content là. Il garde la même pêche. Lui, il garde son personnage, quoi. Voilà, il le garde. Il y a Gauvin aussi, c'est bien, voilà, mais bon. Bref, spoiler. Je vais arriver à la zone spoiler direct. Pour arriver au personnage de Perceval, quand même, qui est mentionné sous forme de lettres. Il y a eu une dispute avec Caradoc. Ils peuvent plus se piffer, Caradoc ne veut plus entendre parler. Mais tu sens même que le roi Arthur, à l'arrivée au bout, là, il lit une lettre, enfin, il se fait lire une lettre là, par Guenièvre, pardon, il balance ça à la flotte. Tu sens que la rupture, elle a été violente avec Franck Pitiot. Je ne sais pas, moi, Bon, je ne vais pas tirer des plans sur les comètes, c'est leur problème à eux, ils font leur tambouille. Mais tu sens que, du coup, dans la réécriture, pour faire simple, hein, Caradoc semble avoir récupéré le rôle, et je dirais même le destin de Perceval, et ça sort presque comme... Voilà, du chapeau. Je ne sais pas, je me souviens plus trop dans la série si Caradoc aussi peut-être avait peut-être une destinée aussi, d'accord, côté de Perceval, oui. Mais là, il y a ce rêve connecté que lui, la Dame du Lac et Arthur font, là, un rêve aquatique avec un bateau, qui donnera la scène post-générique où on montre le personnage Arthur sous l'eau, comme si c'était Astier qui avait la tête sous l'eau avec son projet. Je me demande s'il n'y a pas une allégorie aussi ou un message caché. Je ne sais pas s'il y a une sorte de psychothérapie d'Astier là, à travers des messages cachés. C'est peut-être moi qui vais trop loin, mais quand même, je ressens des trucs. Bah ouais, mais Caradoc prend l'aventure là vers le sud, la Méditerranée, tout ça, il va être emprisonné, c'est Arthur lui-même qui va le chercher à la fin, d'accord. Avec la Dame du Lac qui repasse en mode esprit, ok. Ce destin-là, le Graal ou pas d'ailleurs, hein, peut-être ou non, hein, ou le passé qui revient entrer aussi Arthur, on a vu le premier volet. Hein. Mais là, vous voyez, hop, ça finit là-dessus, to be continued. C'est peut-être prometteur, ça. Même s'il y a quand même des trucs qui vont pas. Remettre de l'humour là derrière, avec Caradoc et ses amis, avec les poulpes à travers la gueule, machin. On a l'impression que Astier nous refait du Astérix.
D'ailleurs, dans la finalité, on n'est pas loin de entre Astérix pour ça et le Seigneur des Anneaux en mode une sorte de démon troll là, convoqué par Lancelot. On comprend pas trop d'où ça sort, mais pourquoi pas. Oui, la magie noire, nécromancien, un côté obscur, on a compris. Mais Mégagan, il est parvenu par hasard là-dedans. Ah, ça va devenir vraiment le chevalier Sith absolu. Lancelot, hein, évidemment, on a Star Wars, on y pense aussi. Tout ça est un peu éculé, mais c'est les mythes globaux, monomythe de Campbell et autres mythologies, tout ce qu'on y veut. Mais oui, un dragon qu'on ne verra jamais aussi, ça fait partie de ces quêtes absolument inabouties, là, des jeunes, bon, ok. Mais ouais, il y a des problèmes de ton par moment. Renforcer l'humour en essayant de remettre des trucs de la série. Quand ça passe, tant mieux. Quand ça passe pas, compliqué. Tout ce qui se passe à la table ronde, c'est illisible. Ça part dans tous les sens. On comprend même pas la moitié des personnages. Il y en a qui étaient là d'avant, qui ont changé de gueule. Il y a les jeunes. On redonne même pas forcément les noms. Alors, voilà. Hein. Parmi les trois, à un moment, on retrouve Guillaume Gallienne, Clovis Corbillac et un troisième... chasseur de primes dont on n'a jamais le nom d'ailleurs, on ne sait même pas s'il était là avant, j'ai un gros doute. Ok, bon, voilà, il y a plein de trucs qui se croisent et qui s'entrecroisent, machin chose, avec Anna Tantavel qui a l'air en mode Dracula dans son château là je sais plus où là-bas, bref, je sais plus où ça se passe d'ailleurs, l'Orcanie, non, c'est ça? On voit pas d'ailleurs François Rollin, hein. Ouais, non, oui, ça met de l'ambiance, mais pourquoi? Ça va mener où, ça? Mais on aimerait bien que ça mène déjà quelque chose sur un film, comme ça. On se tape pas 2h20 au cinéma, juste pour placer des jalons pour la suite. Mince, voyons. Et c'est ça le problème, c'est là où c'est la limite de Kaamelott, hein, tout simplement. Et même à l'arrivée au bout du deuxième volet, l'année prochaine, on n'aura pas tout. Mais bon, mais on aura même des trucs qui seront juste germés là pour le troisième. On ferait peut-être arriver à essayer de conclure quelque chose aussi, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Hein. Donc voilà, il y a ça, il y a les destins liés, donc maintenant, de Caradoc, c'était Perceval, je suis sûr que c'est vraiment ce que Perceval, c'était dans l'écriture pour le scénario de Perceval, ça. Donc peu importe. Et d'Arthur, ok, la dame du lac, qui s'est déclochardisée, tant mieux pour elle, Lancelot lui reste à fond là. Alors, c'est très terrible, c'est un film sur l'échec global, l'échec de Lancelot, les échecs répétés de Lancelot, qui n'arrive même pas à communiquer avec son père, le roi Ban. Alors Méléagant revient là, finalement, ça se termine sur un non-échec, il arrive à se fomenter une arme du démon, là, pourquoi pas. Les échecs des quêtes des jeunes chevaliers, j'en ai plus ou moins parlé. Le dragon, je sais plus trop quoi, là, opalescent, machin, finalement non, qui a plus à protéger, on sait pas. La quête du chevalier Yvain, ça c'est bien, oui. Simon Astier, qui est plus là non plus, hein, lui aussi il veut pas revenir, j'en suis sûr. Hein. Je sais pas, on n'en parle plus, parce qu'on a trop parlé de Perceval et de Franck Pitiot, mais ouais, mais Simon Astier, la quête, il serait mort peut-être Yvain ou pas, donc c'est une quête qui n'aboutit à rien, d'ailleurs, on la zappe complètement, il y a le jeune fils Astier, là, le jeune, je sais plus comment il s'appelle, là, le jeune chevalier qui joue, qui dit, ouais, c'était de la merde, hein, il s'est rien passé. Même ceux qui veulent buter Lancelot, bah non, ils vont faire des conneries, non, ils se font tirer les oreilles par Bohort. En fait, toutes ces jeunes quêtes-là des nouveaux chevaliers, elles n'aboutissent à rien. Alors peut-être que c'est pour affronter l'échec, pour sortir grandi et insister derrière, mais c'est là où le discours du roi, plutôt, qui est très bien écrit, qui est très bien joué, hein. Je crois que même Astier en est très fier, hein, de ce passage-là. Bah, ça ne mène nulle part, le film ne va nulle part de partout. Voilà, alors c'est échec sur échec, blasé sur blasé. Alors oui, tu installes des ambiances et des promesses pour la suite, mais à force d'installer des promesses après des promesses, nous, ça ne nous suffit plus. Et ça ne suffit plus dans l'ambiance cinéma. Voilà, quand bien même il y a des choses qui peuvent être amusantes. Oui, les trucs les plus drôles, où le public a le plus ri, c'est les lettres de Perceval. C'est terrible, c'est l'absence de ce personnage qui marche le mieux. Eh ouais, mais bon, si Franck Pitiot n'est pas revenu, je pense qu'il a senti aussi l'idée que ça allait pas dans le ton, peut-être. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose. Bon, il y a une sorte de magie noire, nécromancien avec une matrice, machin, ils sont piégés, bon, on sait pas trop, là, avec 3 magiciens. Alors, il y a ce nouveau magicien, il débarque de nulle part, alors, son nom est drôle, hein, Con le fameux, voilà, joué par Daniel Mesguich, un acteur que j'ai vu ailleurs, hein, mais je sais plus où. Il y a un acteur que j'aime bien, qui a un peu plus de présence et qui est très bon, c'est David Ayala, qui a quand même été pas mal révélé récemment dans d'autres cinémas, notamment chez Alain Guiraudy. Et j'aime bien, voilà, quand même. Lui, là, ça fait partie de ces acteurs qui se donnent, et qui savent jouer, et qui peuvent se mettre dans le délire. Bref, il y a plein de choses là-dedans sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail. Cette fin là, qui laisse en suspens sous l'eau, oui, ben, nous, spectateurs, on a un peu la tête sous l'eau. Et Astier aussi. Je ferme la zone spoiler, que dire, à part un peu cet échec.
C'est un échec, c'est pas mauvais, ultime. Mais en fait, malheureusement, dans ce que ça ne veut pas faire, ou ce que ça refuse de faire, en allant nulle part et en ne laissant que des graines pour la suite, même s'il y a des petits trucs quand même qui sont passionnants sur le papier et qui sont bien écrits, on ne peut pas enlever la gouaille, on ne peut pas enlever certaines idées que Astier a, c'est sûr. On arrive au bout, c'est dommage, c'est plus qu'une frustration. À un moment, arrivé là, on se dit, ok, on n'avance pas en fait. Enfin, on avance sans avancer. Finalement, le premier volet arrivait à conclure vraiment un arc. Là, non. Mais bon, c'est normal, vous allez me dire. C'est la première partie du deuxième volet. C'est un gros problème, ça. C'est un gros problème quand même, de toute façon. La musique, j'en ai pas parlé. Un peu anecdotique quand même. Et il y a Astier qui fait son boulot. Il y a des petits thèmes à un moment qui rappellent... j'ai pensé à ça, au Lac des Cygnes. Voilà. Vite fait. Bon. Mais ça, il se met pas en avant. C'est un truc qui accompagne, qui guide aussi des choses. Et l'aspect un peu le roi qui essaye de sortir de sa torpeur ou non, la moitié du temps en pyjama, puis il essaye de redevenir roi, mais pas trop. Ouais, on comprend quand même qu'il y a le cul entre deux chaises, et que Astier aussi ne sait plus trop où donner de la tête. Satisfaire les fans et tout, remettre un petit peu l'ambiance de la série, partir ailleurs aussi, démarrer de nouvelles quêtes, sa nouvelle quête. Sa nouvelle quête, elle démarre pas super bien là, depuis un volet et demi, je trouve. La quête Kaamelott cinéma, pour moi, du plomb dans l'aile. Je ne jugerai pas l'ensemble tant qu'on n'a pas au moins la fin de ce deuxième volet, mais en tant que film, la part entière, bah, c'est une moitié de film. Donc je n'irai pas plus haut que la moyenne, quoi qu'il arrive. C'est tout, c'est logique. Et s'il y a des fans de la série qui ont détesté ou aimé, qui me le disent en commentaire, parce que moi, je suis allé pêle-mêle, j'ai oublié des trucs. Hein. Peut-être pas tout saisi non plus, c'est pas bien grave. Mais voilà ce que j'ai ressenti en tout cas, dans mon fort intérieur. Un ennui poli en observant certaines bonnes écritures, certaines bonnes idées, mais beaucoup de bonnes idées non abouties, ou beaucoup de trucs qui tournent en rond, avec des personnages qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment là, avec des acteurs qui sont là, mais parfois semblent ailleurs aussi. Et un petit peu Astier aussi, même s'il joue bien cet ailleurs, ce côté blasé, il le joue bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'auteur derrière qui essaye de dire quelque chose ? Je vous laisse seul juge. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez en tout cas de ce film. Si vous attendez quand même le deuxième volet avec impatience, pas la deuxième partie du deuxième volet, je ne sais pas après ce que ça donnera. Hein. Peut-être qu'il doit songer à une conclusion quand même concrète dans cette deuxième... J'espère qu'il a pensé à ça dans cette partie 2, parce que si vraiment il n'y a pas d'autre suite après, parce que si ça se foire et qu'il n'y a pas la production derrière... Aïe aïe aïe, peut-être que ça mérite d'être inachevé à l'image de la quête du Graal, tout ça, j'en sais rien. Peut-être. Bref, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine, ciao.